moi, ce que je défends dans l'interprétation du terrorisme, c'est que c'est un peu le contre-pied de ce qu'on entend souvent sur les plateaux de télévision de la part de pseudo-experts qui nous ramènent d'ailleurs à l'adage bien connu que ceux qui savent ne parlent pas et que ceux qui ne savent pas parlent. Bon. Et quand on a, et c'est mon cas, travaillé longtemps avec, entre guillemets, le complexe militaro-industriel français, qu'on a donc eu accès à un certain nombre d'informations et surtout une manière d'appréhender le problème du terrorisme. L'hypothèse, moi, que je défends depuis longtemps et qui est attestée par l'histoire dans de nombreux cas, c'est que le terrorisme, c'est d'abord un fait étatique. C'est d'abord le fait de services de renseignement qui ont la volonté, la vision, les moyens, la logistique pour mener à bien ce type d'opération. Mener à bien ces opérations en utilisant justement les illuminés, les idéologues, les fanatiques, qui existent bien sûr. C'est une sorte de moyen disponible, moyen humain disponible, et donc la création de cellules. On infiltre les milieux radicaux, qu'ils soient d'extrême droite, d'extrême gauche, islamistes, tout ce que vous voulez, ultra-religieux. On les infiltre, on détecte par des méthodes qui sont parfaitement rodées psychologiquement les profils susceptibles d'aller jusqu'au bout de l'acte. On canalise l'énergie de ces gens-là, on les amène jusqu'à la réalisation des attentats en les orientant. Et puis ceux qui ont préalablement infiltré les cellules, qui appartenaient au service étatique, disparaissent dans la nature. C'est connu dans le cas, par exemple, des services de renseignement pakistanais au Cachemire et dans de nombreux autres théâtres, Asie centrale, etc. On sait également que les services israéliens ont joué un rôle dans l'émergence du Hamas pour faire contrepoids au Fatah et au moment où Arafat essayait finalement de faire émerger par son retour cette souveraineté palestinienne, eh bien, bizarrement il y a une voix beaucoup plus radicale qui s'est levée. C'est connu, je crois, aussi dans le cas algérien, avec la surenchère de la barbarie islamiste. Vous avez un adversaire politique islamiste, le fils, vous créez un visage encore plus monstrueux dans ces actes qui va commettre des actes qui finiront par révulser la population et par dégonfler politiquement votre adversaire. Tout ça est parfaitement connu, nous ne sommes pas en train de parler de fantasmes. Eh bien, le 11 septembre, au fond, c'est l'aboutissement de la même logique. C'est simplement un aboutissement. Alors cet aboutissement est tellement gigantesque à nos yeux qu'il écrase par l'émotion l'exercice de notre raison. Et c'est tout le problème que nous avons, nous qui voulons chercher à vraiment comprendre, qui avons compris que la version officielle, c'était une histoire pour enfants, un peu comme celle que George Bush racontait le matin du 11 septembre dans une école primaire au moment où se déroulaient les attentats. Il était en train de raconter la petite biquette et le monde entier, ahuri, allait assister à l'effondrement des tours. Eh bien, la grande difficulté que nous avons, nous en sommes conscients, c'est comment restaurer l'exercice de la raison sereine, l'exercice de la raison face à quelque chose qui est peut-être beaucoup plus puissant que la raison, qui est l'émotion. Madame Bacharan et ses amis, eux, ont la partie facile. Ils sont en train de jouer sur les chaumières qui pleurent, sur l'émotion. Ils n'ont pas besoin de démontrer. Il n'y a rien à démontrer. Il suffit de remettre en boucle en permanence les images des tours. Nous ramons à contre-courant en essayant d'expliquer que par l'exercice de la raison. Je crois que c'est une des grandes choses pour le scientifique et l'homme honnête, tout simplement, celui qui veut comprendre et qui est un homme libre, d'essayer de se raccrocher toujours à la raison pour comprendre le réel.